Serge essaie de m'expliquer à un moment donné. Il a dit, écoute, tout ce qui a des jambes est féminin. Une chaise, une table. Je dis, une tabouret. Il a dit non. Cette histoire de masculin et féminin, évidemment, j'allais me gourer toute ma vie parce que je n'étais pas éduquée avec. Il faut apprendre le mot avec les choses qui vont avec et comme ça, ça va de soi. Sinon, pour moi, ça et les imparfaits que je fais, et les gens me donnent le bénéfice du doute parce que là encore, ça peut passer. Mais c'est seulement quand j'ai appris avec Chéreau Marivaux, je l'ai appris, j'ai fait mes airs. Pour la première fois, j'ai compris que la gorge anglaise était capable de faire un air français. Et dans le premier paragraphe que ce que j'avais à dire, il y avait 25 airs, comme si Marivaux m'a vu venir. Et comme je suis quelqu'un nostalgique, comme j'ai l'habitude de me réfugier dans l'irréel, donc mon temps préféré est le passé simple et l'imparfait. Mais toute la beauté de la langue française consiste dans la différence de passé simple et l'imparfait, et je me trompais sans arrêt. Pour moi, de toute façon, c'était du passé, et dans notre langue, dans la langue chinoise, il n'y en a pas de conjugaison, puisque chaque mot a une éternité. J'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire par rapport à la langue française. C'est que quel que soit le style musical qu'on veut apporter à la langue française, qu'on doit se laisser guider par la langue française, parce que c'est une langue qui ne se laisse pas faire. J'ai marié mes influences anglo-saxonnes, dont la musique black américaine, le gospel, le jazz, et la langue française, et que dans le couple, c'est la langue française qui portait les culottes. Et définitivement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire autrement. Le français est une langue beaucoup plus précise, maîtrisée, conceptuelle. Je dis par là que c'est une langue froide et sèche, mais l'espagnol est une langue plus riche dans le vocabulaire, mais c'est une langue, le castillan, c'est une langue qu'il faut traiter avec beaucoup de ménagement et beaucoup de discipline, parce que sinon elle s'emballe toute seule. Elle devient très facilement rhétorique et grandiloquente. Si on pouvait écrire un livre absurde dans les deux langues à la fois, on écrirait les passages sensuels en espagnol et les passages plus conceptuels et historiques en français. Quand mes parents parlaient français quand je ne devais pas entendre, parce que ma mère, elle parlait que anglais et français et allemand, et mon père qui parlait 9 langues, parce qu'il était très doué pour ça, je trouvais ça humiliant. Et on avait dans cette maison, qui était plutôt grande, 56 réfugiés. Et dans ces réfugiés, il y avait une dame qui, avant la guerre de 14, elle avait été prof d'allemand dans une institution pour jeunes filles de bonne famille. Et c'est elle qui m'a appris le français parce que je voulais vite apprendre, presque en cachette de mes parents. J'ai dû apprendre le français par le début. Oui. Et ça, c'est un long apprentissage. D'ailleurs, maintenant, après coup, n'est-ce pas, je peux dire que par rapport à la langue française, c'était un mariage de raison au début, oui, mais transmué en un mariage d'amour. Oui. Après, c'est devenu une passion. À partir du moment où j'ai commencé à écrire en français. Un exemple qui pour moi est une merveille, c'est la plus belle métaphore de la langue française, c'est le fond de l'air est frais. Parce que ce n'est que dans la langue française qu'on peut imaginer que l'air a un fond. Aussi bien l'espagnol que l'italien sont très faciles. À 80%, on parle comme on écrit comme on parle. En français, c'est un cauchemar, parce qu'on écrit d'une façon et on parle d'une autre. Et il y a beaucoup de caprices. Je pense qu'on minimise la valeur d'un seul livre. Le déclic peut se produire dans un seul livre, grâce à une seule nouvelle. Grâce, je ne sais pas, à cette strophe, par exemple, de Racine. « Non, non, Britannicus est mort empoisonné, Narcisse a fait le coup, vous l'avez ordonné. » J'ai essayé de traduire cette strophe en russe. Ça donnait une page. Et là, je me suis dit, mais quelle concision! Cette langue a une valeur linguistique qui me dépasse. À l'Institut où j'étais, des frères des écoles chrétiennes, Prévert était à l'index, les surréalistes étaient à l'index. Donc il fallait, on lisait Peggy, Claudel, Bernanos. Et donc le prof savait que j'avais quelques velléités, je commençais à écrire des petites chansons. Et donc il m'avait dit, tu devrais lire Prévert, mais surtout pas en classe. Et c'est comme ça qu'il m'a donné une espèce d'ouverture d'esprit vers autre chose que
que Notre-Dame de la Beauce et tout ça de Peggy et Claudel. Quand j'avais 20 ans, 21 ans, je m'intéressais beaucoup dans les poètes dada et surréalistes. Et j'ai fait, mon premier livre était des traductions des poètes surréalistes. Ça, c'est la gloire de la poésie française, tous ces hommes. Et je voulais me mêler dans leur travail pour apprendre, parce que traduire, c'est la meilleure manière de pénétrer un texte. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible? De toute façon, le français, c'est vraiment une claque et une caresse. C'est doux, c'est dur, c'est doux, c'est dur. C'est une langue merveilleuse pour ça, c'est une langue fermée. Claque et une caresse, c'est doux, c'est dur, c'est un homme. Est-ce que le français est un homme? Ah non, le français est une femme. Ça se voit tout de suite.